Bienvenue sur Talents Précieux, le podcast de la réussitologie, l'art des comportements de la réussite. Je suis Perrine Corvézier. Avec Amélie Dag, mon associée, nous avons créé Human Learning Expedition, le cabinet de conseil comportemental qui produit ce podcast. Talents Précieux illustre la mise en œuvre des comportements qui mènent aux réussites dans le contexte professionnel à travers le témoignage d'un invité différent chaque semaine. Vous êtes de plus en plus nombreux à nous écouter et cela nous fait vraiment plaisir de produire nos épisodes pour vous. Pour nous soutenir, parlez de Talents Précieux autour de vous, partagez vos impressions sur les réseaux sociaux, suivez Talents Précieux sur Instagram. Vous pouvez également vous abonner, noter et commenter Talents Précieux là où vous nous écoutez. On réunit via un programme événementiel très très riche des petits déjeuners, des after-work, des dîners, des petits dîners confidentiels, des gros dîners, des ateliers thématiques, des conférences inspirantes, des sorties culturelles, des événements sportifs, etc. Des gens, et tous ces événements sont uniquement des prétextes pour rencontrer de nouvelles belles personnes. Après, les gens, il y a zéro contrainte, ils y font ce qu'ils veulent. Ils y trouvent l'amour, ils y trouvent des clients, ils y font du business, ils se trouvent des amis pour partir en week-end. C'est vraiment comme ils veulent. Il n'y a pas longtemps, j'ai vu passer sur LinkedIn une annonce qui proposait d'assister à une réunion de gens bien et bienveillants. Je me suis dit que c'était pour moi. Et puis après réflexion, j'ai pensé que c'était bien prétentieux de se présenter ainsi. J'ai donc voulu en savoir plus sur ce cercle des gens bien et bienveillants, le CGBB, auprès de son fondateur, Alexandre Favre. Alexandre Favre a un parcours passionnant, pas du tout rectiligne, qu'il nous raconte par bribes. Lui qui se voyait président de la République, pourquoi pas, a débuté jeune et vite sa vie professionnelle avant de se poser plus calmement et de fonder presque par hasard le CGBB. Lors de notre échange, nous avons évidemment défini ce terme de bienveillance qui est si galvaudé. Nous avons également parlé de l'importance du réseau personnel et professionnel, de l'envie de se différencier, de confiance, de culot. Pour Alexandre, rien n'est impossible. Il faut se donner les moyens de réaliser nos objectifs et s'entourer des bonnes personnes. Et tant qu'à faire, autant que ces personnes soient nombreuses, bienveillantes, et que ces rencontres se fassent dans un cadre convivial où la prétention n'est pas du tout de mise. Ce qui est important, c'est ce que vous pourrez apporter au groupe. On se retrouvera peut-être à une de ces nombreuses propositions de rencontres organisées par le CGBB. D'ici là, bonne écoute du 60e épisode de Talents Précieux. Bonjour Alexandre. Bonjour Perrine. Merci de m'accueillir. Je voulais raconter qu'en fait on devait se voir ailleurs et puis il y a 2 jours tu m'as dit mais non mais viens, j'ai trouvé un endroit mieux, plus adapté. C'est de la bienveillance envers moi? Je sais pas si c'est de la bienveillance envers toi. En tout cas, on devait enregistrer dans une brasserie parisienne et je trouvais que c'était plus sympa de te recevoir à la maison. Bon, en tout cas, merci de m'accueillir. Est-ce que tu peux nous dire directement quel est ton métier? Alors mon métier, je ne sais pas comment le définir, j'ai fondé un cercle de partage, d'échange et d'entraide. Quel est ton objectif avec ce cercle? Alors vraiment notre premier objectif, c'est de remettre du lien entre les hommes et les femmes dans un monde qu'on estime aujourd'hui trop virtuel. C'est un cadre professionnel? C'est un cercle professionnel? Alors aujourd'hui, on a un positionnement hybride entre un club de rencontres et un business club, puisqu'on n'a pas le développement de business dans nos promesses. On n'a pas non plus le fait de proposer à nos membres de trouver l'amour. On a juste comme promesse de les réunir et qu'après chacun vienne comme il est et il trouvera ce qu'il a envie d'y trouver. Donc c'est des rencontres physiques, c'est ça, dans des lieux? Uniquement des rencontres physiques. C'est ça. Votre objectif à long terme, ton objectif à long terme, qu'est-ce que c'est? La création du CGBB, le cercle des gens bien et bienveillants, elle est née complètement par hasard de deux amis proches au mois de mai l'an dernier qui m'ont suggéré à 10 jours d'intervalle de mettre en relation mon réseau professionnel, amical,
Et donc c'était vraiment pas du tout prévu. Moi, je venais de faire une pause professionnelle après 26 années bien chargées. Et je venais de sortir de la précédente entreprise pour laquelle j'étais directeur général. Et ces deux amis à 10 jours d'intervalle me disent, tu as un gros réseau, pourquoi tu nous en ferais pas profiter? L'idée fait pas tilt tout de suite, et puis un mois plus tard, je me dis pourquoi pas, et je propose à 80 personnes de mon réseau de venir le 20 septembre à un dîner des gens bien et bienveillants. J'avais absolument pas brainstormé sur le nom. J'invitais des belles personnes de mon réseau à me rejoindre, et automatiquement c'est couché sur le papier bien et bienveillant, et c'est comme ça que l'histoire a commencé. Ce premier dîner, tout le monde a accepté de venir ou les gens étaient intimidés? Sur les 80 personnes, il y a 50 personnes qui sont venues. Donc le premier dîner, on était 50, et quand j'ai posé la question aux gens du pourquoi ils avaient répondu de façon positive alors qu'ils savaient pas du tout où ils allaient, ils m'ont dit, écoute, si tu me considères comme une personne bien et bienveillante, j'étais flatté, parce qu'il y a des personnes que j'avais vues la veille, mais il y a des personnes que j'avais pas vues depuis plusieurs mois pour certaines, et tout le monde était flatté de venir. Et ce qui était assez drôle, c'est que ça n'est arrivé que sur le premier dîner, mais sur le premier dîner, il y a à peu près la moitié des gens qui sont venus, alors que c'était dans un restaurant, qui sont venus comme s'ils venaient chez moi, avec un livre, avec des fleurs, avec un cadeau, une bouteille de vin, etc. C'est beau, c'est bien. C'était bienveillant de leur part. C'était bienveillant de leur part. Tu veux qu'on le définisse, ce mot, comme ça C'est très difficile à définir. Ce que je peux dire en tout cas, c'est que pour nous, puisque je suis pas tout seul dans l'aventure, on est une équipe de 18 au bureau. La bienveillance, c'est absolument pas ni la gratuité, ni le monde des bisounours. La bienveillance, c'est de l'altruisme, c'est avoir envie de faire les choses sans intérêt, c'est avoir envie de redonner ce qu'on a reçu, c'est faire attention à nos proches, à nos enfants, à nos parents, à notre conjoint, à nos amis, à nos collaborateurs. Voilà, c'est de l'attention quotidienne, irréfléchie en fait, de façon assez naturelle. Et tu penses qu'on en manque dans le monde actuel ? Je sais pas si on en manque. Vraiment, encore une fois, le nom, on n'a pas philosophé sur ce nom. Pour nous, au CGBB, on a 7 valeurs: la bienveillance, l'entraide, le partage, la générosité, l'ouverture d'esprit et le don de soi. La bienveillance est une valeur importante pour nous, qu'on porte, mais on parle jamais lors de nos events de bienveillance. On met pas d'électrode aux gens quand ils demandent à rentrer dans le club. On leur demande pas on leur met pas des électrodes pour vérifier s'ils sont ou non bienveillants. On leur pose des questions. La première question à un membre qui souhaite devenir membre, à un explorateur qui souhaite devenir membre, c'est: qu'as-tu envie d'apporter à la communauté? Ton temps, un talent, ton réseau, je ne sais. Donc voilà, l'idée c'est que les gens nous rejoignent avec une envie d'abord de donner ou de redonner. Mais on n'a pas de définition claire de la bienveillance, et on ne se permet pas de dire, il n'y a rien de dogmatique dans tout ça. Tu disais que vous étiez 18, enfin, vous êtes 18, c'est beaucoup pour gérer un collectif. Comment est-ce que tu as choisi les personnes avec qui tu travailles, et qu'est-ce que tu attends d'eux en particulier? Alors, je suis la seule personne de l'équipe à travailler de façon quotidienne sur le CGBB. Les 17 autres personnes sont des très proches. Il y a mon épouse, il y a mon frère, il y a ma belle-sœur, il y a mon meilleur ami, c'est très très amical, et vraiment un réseau de très très proches, qui sont les personnes qui, lorsque après les 2 premiers dîners, plusieurs personnes qui étaient venues à ces dîners m'ont dit: mais tu tiens quelque chose, c'est sociétal, toi qui as envie de faire autre chose que ce que tu as fait par le passé, tu devrais réfléchir à un concept par rapport à ces 2 premiers dîners. Et c'est en parlant à 1, 2, 3 personnes que ces 18 personnes sont les personnes qui m'ont rejoint en me disant: tiens, moi ça m'intéresse de travailler avec toi là-dessus pour réfléchir à ce qu'on pourrait faire comme événement, aux lieux qu'on pourrait trouver, aux activités qu'on pourrait proposer, etc., etc. Et en fait, on s'est retrouvé le 17 janvier dernier à la maison
lors d'un apéro dînatoire où on balançait des idées sur un paperboard et voilà, c'est les 18 membres qui sont à l'origine du CGBB, qui sont très présents lors de nos gros dîners, parce qu'on accueille environ 200 personnes sur nos gros dîners. Donc il y a une organisation importante pour recevoir les gens, les accueillir. Et après, chacun apporte la contribution qu'il peut en fonction de son temps, parce que ce sont tous des gens qui ont des métiers de Parisiens, donc qui travaillent beaucoup et qui voyagent, voilà. C'est arrivé parce qu'on t'a demandé de partager ton réseau. Est-ce que ce réseau-là, t'avais le sentiment de l'avoir spécialement construit? Est-ce que c'était un élément professionnel qui était un enjeu pour toi avant? Alors, de façon très inconsciente, parce que je vais dire que je n'avais pas de notion de networking et de dire il faut entretenir un réseau. C'est quelque chose que j'ai toujours fait de façon assez naturelle. Depuis longtemps, j'ai aimé entretenir les relations, qu'elles soient amoureuses, amicales, familiales ou professionnelles. Et donc, j'ai toujours aimé prendre des nouvelles des gens que j'appréciais. Quand je changeais de société, quand je changeais de vie personnelle, etc. Et donc c'est quelque chose qui se faisait assez naturellement, sans me dire tiens c'est du networking et t'entretiens ton réseau. Il était vraiment sans aucune arrière-pensée et sans objectif en disant tiens telle personne elle pourra me servir plus tard. Absolument pas. Et cette mise en relation des gens les uns avec les autres, c'était quelque chose que tu faisais avant ? Alors je le faisais très souvent quand on me demandait. On me disait tiens j'ai besoin d'un bon avocat en droit des affaires. J'ai besoin énormément de cabinets de recrutement qui me contactaient en me disant tiens tu connais pas un tel ou un tel, enfin quelqu'un qui fait telle chose. Je mettais vraiment à disposition des gens qui me le demandaient mon réseau. Mais j'avais jamais eu idée de faire que ces gens-là issus de milieux complètement différents. Parce que si on parle que du premier dîner, il y avait des chefs d'entreprise, il y avait des avocats, il y avait des médecins, il y avait des commerciaux, il y avait des start-upers. C'était vraiment très très hétéroclite et des gens qui auraient pas eu l'occasion de se rencontrer ailleurs. Et donc le concept qui a été le nôtre dès le premier dîner de faire des dîners placés avec un plan de table, mais en plus un changement de place entre chaque plat de façon à ce que les gens rencontrent un maximum de personnes, fait que là on a vraiment permis à des gens de faire connaissance, ce qu'on n'aurait pas pu faire autour d'un cocktail dînatoire où les gens seraient allés uniquement vers les gens qui connaissent ça. C'est très dur ces grosses réunions networking où on arrive sur un cocktail quand on connaît personne d'intégrer un groupe qui discute, c'est toujours compliqué. Est-ce que tu pourrais nous raconter un succès professionnel de ton passé professionnel, quel qu'il soit, moment dont tu es fier, où tu as l'impression de faire bouger les lignes ou faire la différence? Alors, j'ai une carrière qui commence à être grande maintenant. Si je donnais un exemple, j'ai adoré les 4 années que j'ai passées au sein du groupe Zanier, où je suis arrivé sur un projet complètement nouveau. On m'a confié la mutualisation des marques enfants du groupe. Jusqu'à mon arrivée, les attachés commerciaux des marques étaient animés par les patrons des marques, avec des objectifs uniquement sur les marques. Et le problème qui avait été constaté par Roger Zanier, le patron du groupe éponyme, était que malgré une situation de leader important sur le marché français, le groupe avait quand même des concurrents importants. Et les commerciaux, les propres commerciaux de ce groupe n'avaient pas conscience qu'ils appartenaient à un même groupe et ils se battaient les uns contre les autres. Et en fait, souvent, au lieu de sortir des concurrents des points de vente, ils se sortaient les uns les autres. Et donc, la globalité, le chiffre d'affaires global du groupe n'arrivait pas à progresser. Et donc, j'étais embauché pour mettre en place cette mutualisation et faire travailler des gens ensemble sur des objectifs communs. Des gens qui se considéraient comme des ennemis, qui travaillaient sur un même lieu physique, mais qui se considéraient comme des ennemis. Et donc j'ai eu un rôle un petit peu hybride, puisque quand je suis arrivé, ma mission enlevait de la responsabilité hiérarchique à des patrons de marque, donc qui m'ont vu arriver d'un plus ou moins bon œil. Les attachés commerciaux se voyaient plus incentivés uniquement sur leur performance individuelle, mais sur une performance groupe, donc ils m'ont vu d'un plus ou moins bon œil.
Et donc ma mission était de faire progresser le chiffre d'affaires du groupe, que tout le monde se retrouve gagnant dans cette opération et de faire travailler des gens qui s'appréciaient pas forcément les uns les autres. Et donc au bout de 18 mois, on a commencé à avoir des performances très très intéressantes, à vraiment prendre des parts de marché, à chasser la concurrence des points de vente et à développer, à prendre vraiment des parts de marché dans les points de vente avec toutes les marques du groupe. Et j'en garde un souvenir incroyable parce qu'on avait créé un esprit d'équipe dans ce groupe lié à des performances qui fait que j'ai été très très fier et très très heureux d'animer cette équipe-là. Comment est-ce que tu t'y es pris ? Je m'y suis pris avec beaucoup de communication. Je trouve qu'aujourd'hui, ce qui souvent quand les boîtes ont des problèmes, c'est parce qu'elles ont des problèmes de communication. Elles font l'autruche quand elles prennent des décisions. Les décisions redescendent ultra vite sans explication sur les niveaux intermédiaires. Et en fait, on pousse des décisions à des collaborateurs qui, parce qu'ils les comprennent pas, les mettent pas en place ou les mettre en place avec un frein à main. Et donc les décisions sont difficilement acceptées. J'ai pris le parti d'aller voir chacun des patrons de marque en lui disant je viens pas là pour te manger dans ta gamelle. J'ai pris les commerciaux un par un pour leur expliquer que l'objectif c'était que tous, le groupe comme eux-mêmes, et des meilleures performances et donc gagne plus d'argent à la finalité. Et c'est avec ce gros travail de communication, d'expliquer quel était mon rôle, pourquoi ce métier avait été créé au sein du groupe, que j'ai réussi à mettre tout le monde dans la poche et à faire qu'on avance tous ensemble. Voilà, je pense que la communication c'est primordial dans nos entreprises aujourd'hui, enfin dans la vie de tous les jours, hein, pas que dans nos entreprises. On a suffisamment de problèmes de communication dans les couples. Et tu penses que tu as été recruté pour tes belles capacités de communication ou pas du tout ? Je ne sais pas du tout. Tu sais pas ? Je ne sais pas. Et cet enjeu de communication et cette capacité à communiquer, à expliquer, à fédérer, tu l'avais eu dans d'autres postes avant et tu l'as eu après ? Je l'ai toujours eu. En fait, j'ai été manager très très jeune, hein, puisque j'ai commencé ma carrière très très jeune. Et à 17 ans, j'étais déjà responsable d'un rayon assez important chez Decathlon. J'avais 15 personnes sous ma responsabilité à 17 ans. Donc je suis d'abord un commerçant. Et après, je suis je pense un bon communicant qui aime. J'ai toujours considéré mon métier comme celui d'un coach sportif, d'un entraîneur de foot qui doit obtenir des résultats et faire jouer ensemble des gens qui ont des qualités différentes, qui ont pas les mêmes cadres de référence, qui ont pas les mêmes objectifs, qui ont pas les mêmes velléités dans la vie, mais il y a un seul objectif, c'est gagner des matchs. Et donc moi, c'était atteindre de la performance et développer du chiffre d'affaires. Très clair. CGBB sera une réussite si quoi ? CGBB sera une réussite si on en fait quelque chose de national et d'international, puisque on défend des valeurs qui sont universelles. Aujourd'hui, j'ai beaucoup de gens sur les réseaux sociaux qui me disent mais pourquoi, quand est-ce que tu viens à Nantes, quand est-ce que tu viens à Marseille, quand est-ce que tu viens au Luxembourg, quand est-ce que tu viens au Canada, etc. Donc ça sera une réussite si on valide le concept tel qu'il est aujourd'hui sur Paris et que ça nous permet de se développer ensuite en région et à l'international, parce que ce qu'on prône et les 3 valeurs qu'on défend aujourd'hui, je pense que dans n'importe quel endroit du globe, on peut avoir envie de ces 3 promesses-là. Et pour toi, ça serait une réussite si ? Pour moi, ça sera une réussite si le CGBB me permet de faire vivre ma famille. Voilà. Puisque j'ai tout quitté en février l'an dernier et que je n'ai pas de trésor de guerre. Donc j'ai 43 ans, je suis bien dans l'obligation de travailler, de gagner ma vie. Tu t'es donné une échéance ? Je me suis donné une bonne année pour valider le concept. Et puis parce que il est clair que je serais pas un entrepreneur obstiné, convaincu que son concept est le bon et que c'est les autres qui ont rien compris. Pour moi, un concept il est bon s'il trouve une clientèle en face de ce qu'on propose. Et donc
Voilà, j'ai des responsabilités, j'ai une femme, des enfants, et donc voilà, il sera important de regarder au bon moment, est-ce que c'est viable pour permettre d'en vivre, ou est-ce que on n'a pas trouvé la clientèle en face de ce qu'on propose, et donc faudra faire autre chose. C'est pas un problème dans la vie, hein. Je voudrais parler des gens qui vous rejoignent, donc qui adhèrent au cercle. Il faut qu'ils aient des valeurs communes avec celles que vous prenez. Comment est-ce que vous les détectez concrètement? Tu disais, vous mettez pas un thermomètre, je sais plus ce que tu as utilisé comme terme. Ouais, on met pas des sondes, sur les gens en disant, bah tiens, lui, il est bienveillant, ou lui, il est pas bienveillant. On les interroge. On a refusé beaucoup de membres depuis la création le 1er avril. On a refusé beaucoup de gens qui souhaitaient devenir membres, parce ils avaient des attentes qui n'étaient pas ce qu'on proposait. Donc c'est pas pour exclure des gens, mais c'est parce qu'on savait qu'on n'allait pas leur proposer ce qu'ils attendaient, donc ils seraient déçus. Et comme ce qu'on veut surtout, c'est fidéliser les gens, et que les gens viennent avec et qu'ils soient là dans 10 ans. On n'a pas envie de personnes. Donc on leur pose des questions, on leur demande pourquoi ils viennent à nous, ce qui les intéresse. Et la première question d'ailleurs sur le site, quand on fait sa demande d'adhésion, c'est qu'avez-vous envie d'apporter à la communauté? Du temps, un talent, un réseau, je ne sais-je. Mais c'est vraiment qu'avez-vous envie d'apporter. Et les gens qui nous contactent en disant j'aimerais rentrer chez vous parce que je suis à la recherche d'un conjoint, je suis à la recherche de clients, je suis à la recherche de boulot, je suis à la recherche, toutes ces recherches et ces attentes qui sont louables, on leur dit si tu cherches un conjoint, va sur un site de rencontre. Si tu cherches du boulot, contacte des sites de rencontre. Si tu cherches des clients, va au BNI. Il y a tellement de clubs qui proposent des choses très précises, alors que nous on propose rien de précis, puisqu'on a 3 promesses. La première, c'est dépasser l'entre-soi. Venez rencontrer des gens que vous auriez jamais l'occasion de rencontrer ailleurs, parce qu'on est tous très consanguins. La deuxième, c'est à travers les talents et les passions de nos membres, venez vous ouvrir à de nouveaux centres d'intérêt. C'est pas parce qu'on aime la pêche à la ligne, le golf et puis l'onologie qu'on doit aimer que ça. Donc venez découvrir la médecine chinoise, l'intelligence artificielle, l'intelligence émotionnelle, la prise de parole en public, comment on fait des souliers, comment on fait un costume, la photographie, la peinture, etc. Et la troisième, on part on trouve que nous, puisque pour l'instant c'est très parisien, qu'on profite pas suffisamment de la richesse culturelle de Paris. Et donc on se dit, on est tous dans nos vies débordés, etc. Et on prend pas le temps de se dire tiens, qu'est-ce qu'il y a au théâtre en ce moment, qu'est-ce qu'il y a à l'opéra, qu'est-ce qu'il y a comme expo, etc. Et nous on fait ces recherches là et on met en ligne sur le site les événements. Et donc la troisième promesse, c'est venez avec nous profiter de la richesse culturelle de Paris. On vous emmène au théâtre, à l'opéra, à des expositions, à des événements sportifs. On a déjà été depuis la création en avril au théâtre, à l'opéra, à Roland-Garros, voilà. Très bien. Bon, moi je vais vous rejoindre et j'apporterai plein de choses. Je voudrais revenir sur toute ta carrière. Est-ce qu'il y a quelqu'un en particulier qui t'a spécialement inspiré par ce qu'il faisait? J'ai eu beaucoup de personnes et d'entreprises qui m'ont inspiré. Moi, je suis rentré à l'âge de 16 ans chez Decathlon, à l'époque où c'était une toute petite boîte. Et j'ai frappé à la porte du magasin en demandant à parler au directeur, en disant il faut que je travaille. Est-ce que vous pouvez me prendre? Il me dit viens demain matin à 5h du matin, tu déchargeras des camions, et puis si ça te plaît, j'ai commencé ma carrière comme ça. Et je suis resté 8 ans dans cette très belle entreprise qui à l'époque était une petite boîte, hein. C'était en 92 et il y avait 25 magasins. Donc aujourd'hui c'est une multinationale, mais moi Michel Leclerc venait tous les mois dans le magasin. Donc le président fondateur, j'avais 16 ans, je sais pas quel âge il avait en 92, mais déjà il y avait ce tutoiement. Il disait non, chez Decathlon tout le monde se tutoie. Et j'ai des souvenirs incroyables j'ai beaucoup appris quand vous rentrez dans une boîte aussi jeune et on vous confie des responsabilités, qu'on vous fait confiance. Et j'ai vraiment découvert là que rien n'était impossible avec du travail, avec de l'investissement. Donc ça, c'est une entreprise qui m'a marqué. Après, longtemps après encore, dans les entreprises où je suis passé, on me disait mais enlève ton gilet bleu. Donc maintenant les gilets ont changé, mais ils étaient d'ailleurs beaucoup plus beaux avant l'an 2000.
Donc voilà, ça c'est une entreprise qui m'a marqué. Après, et les personnes. Moi, ce qui m'intéresse, c'est aussi les personnes par leur comportement. En fait, ce directeur-là, il a eu le culot de dire de venir demain matin, par exemple. Il a eu le culot. Je sais pas si c'était du culot. Tout de suite, la bienveillance, la gentillesse. Il a même pas réfléchi. Il me dit, bah voilà, si t'as besoin de travailler, je peux rien te proposer d'autre que décharger des camions. Donc si t'es travailleur et que t'as envie de décharger des camions, voilà, je veux c'est pas forcément le patron que j'ai eu qui m'a le plus inspiré. Il y a eu un DRH par exemple chez Decathlon qui m'a énormément inspiré, qui me bousculait tout le temps. Et je me rappelle de mon entretien donc j'étais vendeur et je passais des entretiens avec lui pour devenir responsable de rayon. Je connaissais pas beaucoup de magasins dans la région, j'en connaissais 3-4. Et il y avait un magasin qui était pas le magasin dans lequel je travaillais, mais qui était un magasin à 20 km de celui dans lequel je travaillais. Et il me dit, bah tu veux aller dans quel magasin? Je dis, bah tous les magasins du groupe, sauf Villiers-en-Bière. Je veux pas aller à Villiers-en-Bière, c'est une poubelle. Et le lendemain, j'étais convoqué par le directeur du magasin qui me dit, voilà, tu deviens responsable du rayon tennis golf à Villiers-en-Bière. Donc volontairement, donc ça c'est une personne qui m'a marqué parce que elle m'a toujours poussé. Après j'ai eu une directrice de magasin incroyable chez Decathlon qui m'a énormément poussé. J'ai eu la chance de rencontrer beaucoup de gens qui m'ont fait confiance, jeunes, qui ont toujours considéré mon travail et pas mon âge ou mon background scolaire, hein, parce que il est très limité. Donc voilà, après j'ai travaillé donc après Decathlon, j'ai pris la direction de la filiale française d'une marque de prêt-à-porter italienne sur le marché français. C'est pareil, j'avais 24 ans quand j'ai pris cette direction-là. J'avais jamais fait de B2B de ma vie. C'est une rencontre encore avec une chasseuse de tête dans un cabinet de recrutement qui a convaincu son client de me prendre sur ce poste-là, que j'en avais la capacité, alors qu'il y avait tout à faire. Après, je suis parti travailler pour des Allemands. Je me rappellerai toujours le patron, le président allemand de ce groupe qui s'appelle Peter Müge, qui était de passage par la Plaine Saint-Denis pour aller en vacances à Noirmoutier. À l'époque, je voulais être président de la République. Et il me dit, qu'est-ce que tu veux? Déjà, c'était marrant parce qu'il cherchait quelqu'un absolument de trilingue anglais-allemand. Alors, moi, j'avais jamais fait d'allemand à l'école et mon niveau d'anglais, il était vraiment très, très moyen. Et je lui avais dit, bah, écoutez, voyez tous vos candidats qui sont trilingues. Et puis, si vous trouvez pas, si vraiment vous cherchez quelqu'un qui va vous développer le business, bah rappelez-moi. Moi, je suis pas trilingue, mais je veux vous développer le business. Et il part en vacances à Noirmoutier, il s'arrête par Paris. On a un entretien. Je me rappelle, sa femme, elle est restée pendant 1h30 dans la voiture et on fait l'entretien. Et il me demande ce que je veux faire. Je lui dis, je veux être président de la République. Et je sais pas je saurais jamais, mais je peux lui écrire. Je saurais jamais s'il m'a embauché parce que il m'a trouvé culotté. Parce que je lui avais dit de toute façon ça sera juste une étape pour moi parce que mon ambition c'est d'être président de la République. J'étais refroidi depuis et j'ai plus du tout envie de faire ça. Donc CGBB, c'est un parti politique aujourd'hui? Ah, pas du tout. Alors on parle jamais de politique, mais alors vraiment jamais de politique. Alors après les membres entre eux parlent encore une fois, on réunit via un programme événementiel très très riche. Des petits déjeuners, des after-work, des dîners, des petits dîners confidentiels, des gros dîners, des ateliers thématiques, des conférences inspirantes, des sorties culturelles, des événements sportifs, etc. Des gens, et tous ces événements sont uniquement des prétextes pour rencontrer de nouvelles belles personnes. Après, les gens, il y a zéro contrainte, ils y font ce qu'ils veulent, ils y trouvent l'amour, ils y trouvent des clients, ils y font du business, ils se trouvent des amis pour partir en week-end. C'est vraiment comme ils veulent. On a parlé des gens inspirants. Qu'est-ce que toi, tu as envie de dire aux jeunes qui rentrent sur le marché du travail? Moi, j'ai la chance d'en côtoyer puisque j'ai le plaisir à côté de cette activité du CGBB d'être formateur dans une école de commerce où j'enseigne les enjeux de la direction générale à des Master 2.
C'est une école à la Plaine-Saint-Denis, donc plutôt avec des jeunes issus de la diversité. Et c'est un grand plaisir pour moi qui m'appelle Alexandre Favre, né à Versailles, de leur dire que non, j'ai pas eu un parcours rectiligne parce que la vie a fait que j'ai été amené à arrêter l'école à 16 ans et que évidemment quand on arrête l'école à 16 ans et qu'on n'est pas diplômé ou si on est noir ou arabe, ce sera peut-être plus compliqué que si on est né dans le 16e arrondissement, qu'on a fait Henri IV et une prépa à des grandes écoles. Mais qu'en tout cas, rien n'est impossible pour personne. Donc moi, ce que j'ai envie de dire aux jeunes qui sont assez bluffants aujourd'hui, parce que aujourd'hui à 25 ans, ils ont tous envie d'être chefs d'entreprise, ils ont des millions d'idées, ils sont convaincus qu'ils peuvent aller plus vite, mieux, etc. que nous. Donc j'ai vraiment la conviction que rien n'est impossible quand on est passionné, quand on est travailleur. Et qu'on a un petit peu de chance, parce qu'il faut tout ça, les trois réunis, je pense. Et est-ce qu'il y a un sujet que tu as réalisé il y a pas longtemps, dont tu t'es rendu compte et tu t'es dit si j'avais su il y a 20 ans ou il y a 15 ans ou il y a 5 ans, ça aurait peut-être changé le cours de ma vie? Moi, il y a un grand révélateur. J'ai une fille de 27 ans et puis j'ai le grand bonheur également d'avoir un bébé, un fils de 2 ans. Et ma fille me reproche plein de choses. J'ai longtemps, en tout cas pendant qu'elle était toute jeune, été obsédé par ma réussite sociale, par ma carrière, par l'argent, et j'ai couru après ça, qui sont pas forcément des choses que je referais aujourd'hui. Et aujourd'hui, il est évident que la naissance de mon fils m'a fait complètement changer de vision, parce que j'ai envie qu'il ait une autre image de son papa que ma fille. Et pour rien au monde, je passerai à côté de l'éducation de mon fils ou des prochains enfants. Je fais un appel à ma femme en même temps, si je suis prêt pour en avoir d'autres si elle souhaite. Alors, donc, voilà. La communication est importante. Je pense qu'il faut pas passer par le podcast pour ce genre de choses. Mais bon. Voilà. Non mais voilà, vraiment, on pourrait couper. C'est vraiment la chose que je ferais différemment, c'est ça. Mais après, quand on manque d'expérience, de toute façon, je pense que le rôle de parent est le rôle le plus compliqué. Et donc, on essaie tous de faire bien. Et voilà. Mais aujourd'hui, j'aurais fait différemment à l'époque. Et j'essaye d'être d'abord un papa et après de développer mon activité professionnelle. Et comment est-ce que justement avec ce rôle de papa, de mari, de chef d'entreprise, d'entrepreneur, t'arrives à te ressourcer, à garder de l'énergie, à trouver du temps pour toi? Alors, le temps, j'ai la chance, comme beaucoup d'entrepreneurs, de pouvoir décider de mon agenda. Donc, je prends le temps le matin d'emmener mon fils chez la nounou, le soir quand je peux d'aller le récupérer. Je prends vraiment le temps de faire des choses que je trouvais un peu absurdes il y a 25 ans. Donc je trouve le temps. Je fais du sport, j'ai toujours fait du sport et c'est quelque chose d'important pour moi. J'adore la littérature, je lis et je pense qu'on a toujours le temps de prendre le temps pour les choses qu'on a envie de faire. La journée ne fait que 24 heures, mais en fait c'est une question de priorité. Et puis au niveau de l'énergie, c'est ça ta question? Oui. Mais en fait, c'est les gens que je côtoie qui me donnent de l'énergie. C'est les gens qui me disent c'est bien ce que tu fais, on est heureux. Hier soir encore, il y avait un cocktail dînatoire, on était 30. À peine le temps de rentrer, j'ai 5-6 SMS qui me disent merci, c'était génial, on a encore passé une belle soirée, on a fait des belles rencontres. Bah voilà, ça me donne envie de me lever le lendemain et de trouver d'autres événements à proposer. Donc en fait, c'est mon entourage amical, familial et puis maintenant professionnel, parce que je sais pas si je considère pas mes membres comme des clients, mais voilà, c'est tout cet entourage qui me donne cette force et puis je suis passionné, j'adore ce que je fais, c'est très très enthousiasmant. Ça se sent. Tu disais que tu es passionné de lecture, de littérature. Est-ce qu'il y a des livres qui t'ont marqué récemment, alors dans tous les domaines, tu pourrais nous recommander?
Alors, un livre qui m'a marqué récemment, j'ai lu, puisque j'ai eu la chance de le rencontrer, le livre sur la bienveillance du docteur Rodet. Et donc, je recommande vivement la lecture de ces livres. Il a écrit plusieurs ouvrages, et c'est une vraie personne bienveillante. Qui est sur un domaine d'activité complètement différent du nôtre avec le CGBB, puisque lui il prône ça, il explique ça un petit peu comme ils sont différents sur le marché à vraiment avoir étudié la bienveillance et les bienfaits de la bienveillance et comment entretenir la bienveillance. Donc je recommande les livres du docteur Philippe Rodet. On mettra les références sur le site. Voilà. Est-ce que tu écoutes des podcasts? Eh ben, écoute, depuis que tu m'as contacté le mois dernier, j'ai écouté plusieurs des podcasts. Mais les nôtres, mais est-ce que tu as d'autres? Tu t'es abonné à d'autres chaînes de podcasts? Non, je ne suis pas abonné à d'autres. Il faut le faire, il y en a plein d'autres que nous. C'est très bien. On arrive à la fin et j'aurais aimé savoir ce qu'on pouvait te souhaiter. Alors, tu nous as dit quels étaient tes critères de réussite, mais est-ce qu'il y a d'autres choses qu'on peut te souhaiter à toi? Eh bien, qu'est-ce que vous pouvez me souhaiter? Longue vie au CGBB et puis la santé, parce que la vie a fait qu'aujourd'hui j'ai pleine conscience que ce qu'il y a de plus important, c'est la santé. D'accord. Merci beaucoup de ton temps. Merci beaucoup. J'espère que vous avez apprécié ce podcast autant que nous avons aimé le préparer et l'enregistrer. Vous retrouverez les notes et les références citées lors de cet épisode sur notre site humanlx.com, humanlx.com. Vous avez des invités à nous suggérer? Mettez-nous en relation, nous adorons mener ces conversations sur la réussite. Talent Précieux est produit par Human Learning Expedition, cabinet de conseil comportemental qui facilite les réussites des organisations en libérant 4 types de comportements gagnants. Une curiosité pragmatique, une agilité dans la durée, une audace mesurée, une collaboration inclusive. Pour en savoir plus sur HLX, connectez-vous sur HumanLX ou suivez-nous sur Facebook, Instagram, sur LinkedIn ou sur Twitter. Merci pour votre écoute et à bientôt.